Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Qu'est-ce que la Coalition d'aide à la diversité sexuelle? Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cet organisme, Mme Julie Fortier. Madame Fortier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Merci à vous très pour gentil à vous. l'invitation. C'est un organisme qui, je crois, prend de plus en plus sa place en Abitibi-Témiscamingue. Et place il y a pour elle également, pour cet organisme-là. Depuis combien de temps que cet organisme-là existe chez nous? Oui. Officiellement, le 15e anniversaire a été célébré l'an passé. C'est vrai, parce que j'étais censé faire une émission avec Marie-Aimée, c'est ça. Et puis, il y a une madame qui nous a dit non, vous n'en ferez pas, elle s'appelle Madame Pandémie. Hein? Fait que, elle a dit vous n'en ferez pas. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de parler du 15e anniversaire, mais on va se reprendre, soyez assurés. Alors, je reviens sur ma question. Oui. Depuis combien de temps? Oui, c'est ça. Donc, 15 ans officiellement, là, avec les lettres patentes officiellement en tant qu'organisme constitutionné. Mais je vous dirais que ça fait peut-être près de 25 ans au moins là, qu'il y a vraiment une concertation au niveau de différents intervenants de la région qui ont identifié des besoins et tout ça, donc qui sont mis à faire justement tables de concertation, etc., pour discuter là, des problématiques reliées à la cause LGBTQ+. On va en parler justement tantôt, mais moi, là, c'est le fameux « plus » que j'ai de la misère avec ça, mais on va revenir tantôt sur ça. Est-ce que je me trompe en disant, comme là, vous venez de me dire que ça existe depuis, disons, entre 2 et 3 décennies environ. OK, bon. Est-ce que je me trompe en disant que les gens n'étaient pas tellement au courant si on se reporte à 25 ans passés? Et il me semble, selon ce qu'on a pu constater, que là, oui, depuis peut-être une dizaine d'années ou environ, on en entend beaucoup plus parler. Oui. Mais il y a au moins une quinzaine d'années avant ça que c'était silence radio, quasiment. Bien oui, absolument. Mais je pense que ça, c'est aussi un contexte de société, culturel à la limite. Là. Je pense que partout aussi, à travers le Québec, le Canada, les États-Unis, il y a eu beaucoup... Le mouvement a pris de plus en plus de place. Oui. Donc, ce qui a permis aussi de faire du travail dans ce sens-là. Là. Parce que c'est sûr que, bon, ce sont des personnes qui ont le droit de vivre comme tout le monde, qui ont leur place dans la société comme tout le monde, mais un petit peu plus loin, on va en parler aussi, c'est que il me semble qu'aujourd'hui, ces personnes-là prennent de plus en plus leur place, et je dis bien leur place, parce que c'est vraiment leur place, puis ces personnes-là ont droit à leur place. Absolument. Alors, de plus en plus, on en entend parler justement pour que ces personnes-là veulent prendre leur place, et avec raison. Mais oui, puis je pense que les gens aussi se sont, comme dans n'importe quel mouvement, il faut que ça vienne aussi de la base. Hein, c'est le par et pour. Là. Mais ça, pour ça prend une mobilisation, ça prend des leaders aussi qui prennent ça en charge. Puis je pense que c'est ça à quoi qu'on a assisté dans les 20-30 dernières années, là, au Québec aussi, là, un petit peu partout. Un peu partout, exactement. Absolument, oui. Moi, si je vous demandais, la mission première de cet organisme-là, est-ce que, dans les notes que j'ai, c'est écrit contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être. Bien se sentir. Expliquez-nous. Bien se sentir, c'est très large. Hein? Ça passe par la santé aussi. Ça, quand on dit mettre en place, améliorer en fait la condition même de santé, c'est de s'assurer que dans les hôpitaux, dans tout ce qui touche en fait la santé, que les gens LGBTQ, donc que je vous dirai tout à l'heure plus, se sentent acceptés. Puis, c'est la même chose aussi par rapport au bien-être, là, c'est de se sentir bien dans sa vie, de se sentir à l'aise aussi d'en parler, de faire le fameux coming out, comme on parle encore là, aujourd'hui. Fait que c'est vraiment d'aller chercher un bien-être comme n'importe quelle autre personne de la... n'importe quel autre humain, en fait. Oui, voilà, parce que ça revient toujours à la même chose, ou entre parenthèses,
ces personnes-là ont le droit de vivre en société comme tout le monde. Absolument, absolument. Mais il y a tellement eu longtemps, pendant plusieurs années, une stigmatisation, des préjugés et tout ça, que c'était pas évident. Là, si on retourne là, 40, 50 ans. Oh mon Dieu. C'est ça. Parce que ça, qu'on le veuille ou non, il y en a toujours eu. Ben oui, absolument. Ça n'a pas commencé là, avec le 20e siècle ou le 21e siècle. Là. Non, c'est ça, là, dans les années 1800, 1700. Mais depuis toujours, en fait. Depuis toujours. Depuis toujours. Ça a toujours existé. Si on fait l'historique, là, d'une certaine façon, ça a toujours existé. Malheureusement, même que ça a commencé à être répressé d'une certaine façon, quand la religion, malheureusement, a pris beaucoup de place. Là. Il y a eu quand même tous ces événements-là aussi, qui dans les années 1800, justement, où c'est là ça a commencé à être un peu plus... moins bien vu, en fait, beaucoup par les institutions religieuses. Pour les institutions religieuses, ça, c'était un sacrilège, tout simplement. Oui, absolument. Fait que c'est ce qui a fait en sorte que là, les personnes homosexuelles ou même les personnes transgenres, il y en avait, là, il y en a toujours eu. Si on se promène un peu, même partout sur la planète, beaucoup de populations autochtones qui sont là depuis des milliers d'années avaient déjà leurs personnes transgenre, là, c'était commun. Puis c'était bien vu même. C'était très bien vu là, pour une personne trans dans une communauté. Était même souvent perçue comme la personne chanceuse. Là, quand il y avait une personne trans dans une famille, la famille se considérait chanceuse parce que cette personne-là avait justement les deux esprits. On parle beaucoup au niveau des Autochtones ici de bispiritualité, mais même à Hawaï, il y avait une communauté qui avait aussi des personnes comme ça, là, en Inde, partout sur la planète. Parce que quand vous faites allusion à la religion, qui était offusquée s'ils voyaient deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble, c'était là, c'est un sacrilège. Oui. On le disait tantôt. Mais quand on regarde, puis on n'embarquera pas là, dans le sujet, là, mais quand, mon Dieu, oui, on pourra faire 3 émissions. Mais quand, après ça, on regarde tout ce qui s'est passé dans les communautés, je m'excuse, mais comme ici, on pourra faire 3 émissions là-dessus. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de conseil à donner à personne, je pense. Absolument pas, mais tout ça découle un peu du fait de la religion était là pour assurer aussi qu'il y ait une population forte, qu'il y ait beaucoup d'enfants et tout ça. Donc, tous les actes... 12, 15, puis absolument. Donc, c'est ça. Donc, tous les actes sexuels qui empêchaient, en fait, de fonder une famille sont devenus interdits. Là. On allait en enfer. On allait en enfer. Et l'amélioration de la santé aussi, c'est important. Bien, absolument. Puis ça passe, comme je le disais tantôt, par donner une accessibilité, de créer une ouverture aussi pour quand une personne qui fait partie de la diversité sexuelle va rencontrer un médecin ou un travailleur social ou peu importe quel professionnel de la santé, juste d'y aller dans un esprit d'ouverture et de ne pas sentir qu'il y a des préjugés. Déjà, comme on dit, on file mieux. Ben oui, c'est sûr. Quand on arrive et qu'il y a déjà une ouverture, peu importe où on va, en fait, on sent qu'il n'y a pas de barrière. Qu'on est aimé, qu'on est... on est apprécié. Absolument. Puis il y a vraiment même déjà eu des recherches là, de fait en ce sens où ça démontrait en fait que les personnes de la diversité sexuelle consultent moins aussi dans les services de santé, justement pour ne pas avoir à faire un dévoilement ou pas avoir est-ce que je vais être bien reçue? Si je dis que j'ai une amoureuse au lieu d'une amoureuse, que ça va bien passer. Donc, Puis aujourd'hui, là, dans notre 21e siècle, là, comme on dit, des fameux coming out, là, ça, on en entend et on en voit, là, je dirais peut-être pas tous les jours, mais à tous les mois, très souvent. Oui. Okay? Même, on regarde chez les artistes, beaucoup ont sorti du placard, comme on dit, puis ils n'ont pas peur. Tu sais, c'est là qu'on voit qu'on a beaucoup cheminé dans ça, parce qu'avant ça, c'était caché. Telle comédienne, il me semble qu'on ne la voit jamais avec un homme. Y a-tu, tu sais, elle est peut-être lesbienne, peu importe. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ils vont dans des galas, ils vont partout, main dans la main, puis adoptent des enfants. En plus de ça, on va en parler tantôt. Adoptent des enfants. Ça s'en vient que la porte s'ouvre de plus en plus.
Absolument. Puis une chance qu'il y a des personnes, justement, qui prennent un peu la place publiquement pour faire ces coming out-là. Puis on aime ça, nous autres, dire que le coming out, on rêve au jour où on n'aura plus besoin d'en faire un. Où ça va être juste normal, puis qu'il n'y aura pas la pression d'être obligé, parce qu'une personne hétérosexuelle le dit pas, là. Oui, elle va présenter son amoureux, son amoureuse, mais pas en termes de coming out, de dire « je suis hétérosexuel ». C'est ça, exactement. Fait qu'on en voit de plus en plus, puis tant mieux. Puis on parle des comédiennes, des comédiens, des artistes, mais dans la population en général aussi, il faut en parler, parce qu'on en voit de plus en plus aujourd'hui, même dans nos communautés, même un mariage. Oui. On en a vu, il y en a ici, même chez nous. Ben oui. On en a vu. Ah oui, partout. Hein. Puis il y a juste une décennie passée, on n'osait pas. C'est ça. Mais c'était pas non plus. C'est une question, c'est les lois aussi qui sont mises en place. Oui, exactement, ça aussi. Il fallait leur ouvrir la porte. C'est ça, qui permettent une ouverture. Là. J'ai pas pensé de l'amener, mais on a vraiment un outil qui a été créé par la Fondation Émergence, qu'elle s'appelle. C'est une fondation qui travaille justement pour faire de la promotion, publicité, tout ça, pour les personnes de la diversité sexuelle. Puis, ils ont vraiment créé un outil en mettant en relief, en fait, les différentes lois, justement. Donc, quelqu'un qui est né en 1960, il y avait encore, l'ouverture au mariage n'était pas là. Donc, il y avait plein de lois qui ne permettaient pas de créer une ouverture aussi pour les personnes qui eux-mêmes pouvaient être homosexuels, exemple. Puis on a amendé les lois sur ça, puis il fallait le faire, là. Ben oui. Parce que moi, j'en reviens toujours à ça. Ces personnes-là ont le droit de vivre en société. Voyons absolument. Donc. Oui. Aujourd'hui, là, on est au 21e siècle, là, quand même. Voilà. Objectif, mettre en place des actions en région visant à réduire l'homophobie, la transphobie et l'hétéronormativité. Oui. Ça, c'est difficile. Oui, c'est difficile. On avance. On avance, absolument, oui. Encore là, c'est une question d'éducation, parce qu'on est dans une société qui encourage beaucoup, beaucoup l'hétéronormativité, justement. Puis ça va aussi par une question d'éducation de nos enfants. Là. Qu'est-ce qui est... On est beaucoup garçons, filles. Hein? On a de la difficulté à aller un petit peu dans le milieu ou d'encourager les garçons à jouer avec des jouets de filles. On a encore de la difficulté. Il y a une ouverture depuis quelques années, mais depuis plusieurs décennies, c'est très, très... Il y a des jouets de garçons, des jouets de filles. Oui, exactement. C'est très, ça. Très, très, très caractérisé. À la fille, les petits camions de pompiers au petit gars. Mais non, non, prête pas ta poupée à ton frère, voyons donc. Mais c'est ça. Aujourd'hui... On tente beaucoup plus. On tente, puis c'est avec des actions comme ça, c'est des actions collectives aussi, là, d'une certaine façon, qui permettent de mettre d'enlever ça, cette stigmatisation-là, puis les préjugés par rapport à l'éducation des sexes même. Il y a eu un colloque sous le thème « Ici, j'ai ma place ». Est-ce que ces personnes-là peuvent dire qu'elles ont leur place aujourd'hui? Les personnes, oui, mais est-ce que la société admet de plus en plus aujourd'hui que, oui, ces personnes-là, on va leur faire une place, on leur fait une place, puis on va continuer à leur faire une place. Est-ce que vous sentez un renouveau un peu là-dedans? Ben oui, moi, je le sens, puis on le sent aussi à la coalition, puis autant en Abitibi-Témiscamingue qu'au niveau provincial. Je pense qu'il y a eu des grandes avancées dans les dernières années. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'homophobie puis qu'il n'y a plus de transphobie. Mon Dieu, non. Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore exactement. beaucoup. Mais je pense que le fait qu'on en parle de plus en plus dans les médias, on ne peut pas ne pas parler de l'influence de Facebook aussi, des médias sociaux, qui permettent justement de voir qu'il y a des gens qui prennent les devants puis qui osent faire leur coming out et tout ça. Fait que oui, puis je pense que la société... Quand on dit que les gouvernements et tout ça acceptent et encouragent et donnent de la place aux personnes de la diversité sexuelle, c'est vrai, mais reste encore qu'il y a des préjugés. Et il faut dire, il en reste encore trop. Absolument, oui. Ça, il faut le dire. Mais il faut voir les bons coups, oui, il faut voir les avancements. Oui, parce que si, comme je le disais tantôt, si on se rapporte seulement qu'il y a une décennie ou deux passées, on était loin d'être ce qu'on est aujourd'hui. Absolument. Là. Quand je dis qu'on est, on parle de la société en général, parce qu'on est beaucoup. Vous m'avez apporté un livre ici, « Être unique, c'est génial ».
On va le montrer. Oui, absolument. Expliquez-nous. En fait, c'est un livre qui a été vraiment réfléchi et écrit par la coalition dans le cadre d'un projet avec le ministère de la Famille. Il est sorti, en fait, là, quelque part en hiver 2020, dans le but d'en faire une tournée dans les écoles de la région aussi, pour aller en faire la lecture. Puis, c'est un super beau livre avec de très belles images, là. C'est Marie-Pierre Giasson, une autrice de la région, qui a déjà plusieurs autres livres à son actif. Puis, Tommy Bastien, un illustrateur de la région aussi. Fait que c'est vraiment un produit 100% local, là, régional. C'est pour... de quel âge à quel âge? Je vous dirais environ 6-9 ans. C'est un petit peu ça, la tranche d'âge qu'on visait. Puis c'est vraiment pour démystifier, déconstruire les stéréotypes de genre. C'est ça que je voulais vous demander. Là. Expliquez-nous un peu c'est quoi. Oui, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Gabi. Ah, ben oui. Ben oui, voilà. Ah, c'est pas moi, mais c'est OK. Qui, la veille de la première journée d'école, va magasiner avec sa mère pour acheter des nouvelles chaussures. Puis, vraiment un coup de foudre pour des chaussures roses. On le voit sur le dessus de la couverture. Donc, il va à l'école la première journée avec ses souliers roses. Et puis, évidemment, bon, étant donné que c'est un petit garçon, ben, il fait rire de lui. Parce que, au niveau juste parce qu'il y a des souliers roses. Oui, mais on le voit quand même au quotidien, quasiment dans les écoles. Là, on est tellement habitués. Si c'est un garçon, c'est bleu, c'est rose, comme on disait tout à l'heure. Oui. Il y a les cheveux longs. Fait que, on a vraiment été ciblé quelques petits stéréotypes quand même assez précis pour justement les déconstruire auprès des enfants, leur faire prendre conscience, est-ce qu'on peut avoir des souliers roses et tout ça. Fait qu'il y a vraiment il y a un petit côté d'intervention aussi dans le livre. Là, on a des choix de réponses que les enfants peuvent prendre une décision entre telle et telle réponse pour en bout de ligne, essayer d'avoir des trucs quand ils sont victimes d'intimidation eux-mêmes. C'est ça. Parce que quand on est parent, je me mets maintenant à la place de cet enfant-là qui va magasiner des chaussures avec sa mère, puis qui prend des chaussures roses. Fait que là, le rôle du parent, à ce moment-là, n'est pas « non, c'est pour les filles ». Tu t'as rendu compte que tu vas porter des souliers roses. Moi, je peux te les acheter, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut que tu te rendes compte que quand tu vas arriver à l'école, que tu vas te faire agacer, par exemple. Oui. Es-tu prêt à en subir? Voilà. Et puis, c'est un petit peu ça, dans le fond, dans le livre, c'est des petites pistes de réflexion. Ils n'ont pas dit non, c'est que... Ça. Mais c'est le mettre conscient de ce qui peut arriver. Absolument. Parce que l'homophobie, etc., on l'a dit, ça existe c'est beaucoup les stéréotypes de... Puis moi, je le vois au quotidien avec mon garçon qui vient de commencer l'école. Puis, puis pourtant, nous, on est dans une famille très, très ouverte où on n'encourage pas justement les stéréotypes de genre, l'éducation genrée. Mais c'est sûr, quand il arrive dans le milieu scolaire avec les autres amis, il retombe facilement dans le rose. Moi, mon gars, c'est comme non, je veux pas de rose. Puis pourtant, on lui a acheté des vêtements roses, mais c'est encore très présent dans la société. Là. On est très genré encore dans les... Oh oui, oh mon Dieu, oui. Est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est facile de vivre sa vie ici, en Abitibi-Témiscamingue, en étant soit lesbienne, soit homosexuelle, soit trans, ou peu importe. Nommez-les tous et toutes. Est-ce qu'on commence à bien s'intégrer dans la société ou bien non, si c'est encore difficile? Parce que c'est sûr qu'on peut prendre l'exemple des grandes villes. C'est sûr que quand on arrive à Montréal, c'est un exemple que je donne, quand on arrive à Montréal, on sait qu'il y a un quartier gay à Montréal. Alors, c'est sûr que si tu vas dans le quartier gay, bien, tu sais à quoi t'attendre, parce que c'est un quartier gay. De ça, en région, on n'en a pas. Non. Okay? Alors, est-ce que c'est quand même difficile chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, de vivre en société en étant soit lesbienne ou soit mais je suis contente que vous posiez la question parce que moi, j'aime beaucoup, depuis que je suis arrivée à la coalition, j'aime amener la réflexion que non, c'est pas plus difficile de vivre en tant que lesbienne, exemple, ou homosexuelle en région que de le vivre dans un grand centre. Je pense qu'il y a longtemps eu aussi
un préjugé face à ça, que les gens quittaient leur région, leur petite région, pour aller vivre pleinement leur homosexualité en grand centre. Et vous dites le mot, le pleinement. Oui, mais je crois, en tout cas, moi, personnellement, je crois que c'est peut-être les expériences personnelles autour de moi aussi qui me font dire que non, c'est plus... on n'est pas obligatoire d'aller faire son coming out à Montréal, c'est pas plus facile. Les personnes homosexuelles à Montréal sont pas plus épanouies que celles qui vivent en région. Ça va au-delà de faire le coming out dans une grande place, dans une grande ville. Ça dépend de l'entourage, ça dépend aussi de la force de chaque personne, chaque individu là, à faire face à ça, mais c'est pas plus facilitant, à mon avis, de le faire à Montréal. Puis vous parlez du quartier gay à Montréal, mais les gens ne sont pas nécessairement mieux acceptés non plus. On entend des personnes dans le quartier gay qui se font battre, qui sont victimes de violence et tout ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de plus value nécessairement à aller à Montréal pour le vivre. Là. Le seul fait, c'est que Montréal, c'est une très grosse ville. Oui. Alors, on est peut-être moins perçu en étant, peut-être, je dis moins peut-être, et je dis peut-être aussi, c'est que ce soit en Abitibi-Ouest ou à Rouyn-Noranda ou à Val-d'Or ou à Mont, peu importe, peut-être que c'est un peu plus difficile, que la grande ville où il y a 1 million et plus. Oui, on peut peut-être passer un petit peu plus inaperçu. Oui. Mais moi, je trouve, en tout cas, c'est sûr que là, je prêche pour ma région, là, mais je trouve qu'en Abitibi-Témiscamingue, il y a une très grande ouverture. Donc, bravo, parce que je reviens tout le temps, et il y en a qui vont dire, il se répète, mais je ne me répéterai jamais assez. C'est que ces personnes-là, on le doit vivre. Mm-hmm. C'est quoi l'affaire? C'est comme quand, plusieurs décennies passées, ou même au 20e siècle, on cachait des personnes handicapées. On les enfermait, en parenthèse, chez elles, puis non, vous sortez pas. Aujourd'hui, on les sort, et avec raison, on les envoie dans la société. On prend soin de ces personnes-là. On leur fait des accessibilités un peu partout pour qu'ils puissent aller, eux autres aussi, au magasin, à l'épicerie ou peu importe. Ben oui, puis ils font partie intégrante de la société. Puis ils redonnent eux aussi à la société. Exactement, là. C'est ça. Fait que c'est la même chose, ça aussi. Là, oui. Bon. Phobie, c'est la peur. Oui. Peur de quoi? Bien, on entend souvent homophobie. Donc, là, la peur des homosexuels. On entend aussi beaucoup la transphobie, qui est la peur des personnes trans. On peut aussi parler, en fait, on pourrait mettre phobie à tous nos petits acronymes. Là. Oui, c'est ça, là, notre fameux LGBTQ+. On pourrait mettre phobie à la fin de chacun d'entre eux. D'où ça vient? Je pense que c'est encore là, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de ce qu'on ne connaît pas. Les préjugés, c'est ça aussi. Hein? Voilà. Quand on a des préjugés, c'est parce qu'on ne connaît pas. C'est la non-connaissance. Voilà, c'est ça. À ce moment-là. C'est pas négatif en soi, le préjugé. Il faut le reconnaître. Voilà, on a tout le monde a des préjugés. J'en ai, vous en avez sûrement. Oui, sûrement. On connaît pas. C'est quand on ne connaît pas quelque chose, on préjuge, en fait. Une statistique qui m'a sauté au visage, puis que j'ai dit, ben voyons donc, ça se peut-tu? C'est que quand on parle des trans, OK, on dit que, récent sondage, je pense que c'était il y a 1 an et demi, 1/3 des Québécois hésitent à embaucher une personne trans. Oui. J'ai trouvé ça un peu beaucoup affreux. Oui. Oui, absolument. C'est quoi l'affaire? C'est qu'elle ne fera pas ou il ne fera pas un bon travail parce qu'il est trans. Voyons. Je pense que c'est encore la peur de l'inconnu, peur probablement de l'apparence aussi. Souvent en commerce où les gens sont quand même beaucoup sur l'apparence. Oui, c'est sûr. C'est surtout dans la vente au détail, les commerces comme ça. Fait que je pense que ça vient encore du fait de l'inconnu parce qu'en effet, une personne trans va travailler aussi bien qu'une personne c'est un être humain comme tout le monde. Là. Ben oui, absolument. Mais oui, moi aussi, cette statistique-là m'avait un peu... Elle m'a vraiment sauté au visage. Ça veut dire qu'il y a 3 personnes sur 10 que... Puis malheureusement, ça, on entend parler, et même en région, il y a de la transphobie dans les commerces. Là, c'est pas tout rose. Là, on dit qu'il y a eu des avancements. Je pense que pour les personnes homosexuelles, il y en a eu extrêmement dans les dernières années.
là, je pense que les personnes trans sont un peu en train de vivre là, la transphobie de ce que les personnes homosexuelles vivaient il y a peut-être 30-40 ans. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut en entendre de plus en plus parler. Puis ça aussi, on est chanceux au Québec parce qu'il y a beaucoup de personnalités connues qui ont, qui ont fait leur coming out trans là, dernièrement. Puis, là, LGBTQ. Oui. OK? Bon. Plus. Oui. Le petit plus, là. Oui. C'est quoi, ce petit plus-là? Ben, en fait, il y en a beaucoup. Là, si je n'ai pas pris de note, là, mais je pense qu'on pourrait intégrer presque 21 autres lettres. Là. Mon Dieu, oui. Donc, il y a les personnes asexuelles. OK. Donc, c'est les personnes qui ressentent aucune attirance sexuelle pour peu importe qui, pour personne. Il y a les personnes bispirituelles aussi, comme on parlait un petit peu tantôt là, au niveau des personnes autochtones. Il y a les alliés aussi qu'on peut mettre là-dedans, dans tous les acronymes. Là. Donc, toutes les personnes qui sont hétérosexuelles, je pense que vous êtes un allié, parce que juste vous défendez en fait la cause des personnes LGBTQ depuis longtemps, là, si je ne me trompe pas. Là. Et je reviens tout le temps, c'est du monde comme tout le monde. Tout Absolument, simplement. c'est ça. Donc, c'est vraiment là, toutes les autres variations, en fait, au niveau de l'orientation sexuelle qu'on pourrait c'est pour ça qu'il y a un petit plus, et plus. Voilà, c'est ça. Okay. C'est vraiment pour inclure tout le monde. Il y a certaines organisations qui vont vraiment tous les mettre. Okay. Ça dépend vraiment, mais des fois, il faut raccourcir. Je ne sais pas si je prononce comme il faut, mais queer. Oui. Ça, là, je me souviens, et vous me mettrez dans le bon chemin si je dévie. Il me semble que ce mot-là est sorti, je ne nommerai pas l'artiste, c'est une chanteuse au Québec, qui a dit, moi, là, je suis rendu queer. Puis, quand on lui a posé la question, est-ce que je me trompe en disant qu'elle ne savait pas si elle était homosexuelle ou hétérosexuelle, elle ne le savait pas. Ça veut dire qu'elle va autant faire l'amour avec une personne du sexe opposé comme une personne du même sexe. Est-ce que c'est ça? Oui, mais ça va un peu au-delà parce qu'il y aurait vraiment la bisexualité à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, un petit peu plus pour l'exemple que vous donniez. Queer, c'est un petit peu un terme, souvent on utilise le terme parapluie pour englober en fait certaines préférences ou certaines caractéristiques de la personne. Fait au niveau queer, ça peut être autant une personne comme l'artiste que vous parliez, là, on va souvent se dire aussi pansexuel. Donc, ça va être une personne qui peut être autant attirée, oui, par un homme, par une femme, mais aussi par une personne qui est trans. Donc, il y a vraiment une multitude de possibilités. Puis, queer, ça va aussi un peu... ça va venir avec une affirmation de ce qui est différent. Parce qu'à l'origine, le terme queer, c'était très péjoratif aux États-Unis. C'était vraiment les homosexuels se faisaient traiter de queer. Mais queer, ça veut vraiment dire étrange, bizarre. Sauf que le mouvement LGBT s'est vraiment réapproprié ce mot-là pour se dire on va le rendre plus fort. On va le rendre plus fort. Il reste à peine une minute, puis j'aimerais beaucoup que l'on parle. On dit que les pères gays, vis-à-vis l'adoption, ils font d'excellents papas. Ben oui, absolument. Autant qu'un papa et une maman, autant que deux mamans. Malheureusement, c'est beaucoup moins facile d'accéder à la paternité pour les couples homosexuels parce qu'ils ont moins la possibilité, là, en n'ayant pas... ils ne peuvent pas amener eux-mêmes la grossesse à terme. Là. Donc, ils doivent trouver soit une mère porteuse ou y aller au niveau de l'adoption. Les délais sont extrêmement longs pour l'adoption. Je me rappelle d'une pub à la télé, il y a à peine un an ou deux, qu'il disait deux petits bonhommes qui arrivent, et puis il y en a un qui dit à son père, est-ce que, mettons, Jean peut venir souper avec nous autres? Fait que son père, il dit, ben oui, il y a juste... à avertir sa maman, puis il n'y a pas de problème. Il se revire, le petit gars, puis il dit, ben j'ai deux papas. J'ai trouvé ça, moi, je trouve ça, là... Ben oui, puis c'est tout à fait normal. Oui, c'est vrai. Simple. Puis on n'a pas besoin de tomber. Ça, là, encore là, c'est qu'on est dans on est dans les genres. Hein? Voilà, exactement. Faut faire attention de ne pas tomber là-dedans. Madame Portier, ça fait un plaisir, réellement. Puis on a ouvert plusieurs portes, je crois. Puis je pense que on les refermera pas tout de suite, soyez assurés. Non, c'est ça, il faut les laisser ouvertes. Puis en 2021, ben, vous aurez toujours une place si vous avez des choses à faire. Très grand plaisir. Absolument, on va avoir d'autres projets à venir vous présenter. Le plaisir est réciproque, chère madame. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.